bienvenue à Station Ozone. Je me réjouis. Station Ozone, il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr beaucoup de choses autour du livre, de la littérature, mais aussi de la musique, quelquefois du théâtre. De la musique aussi, quelquefois, c'est une présentation aujourd'hui, mais on a aussi quelquefois des bus entiers d'enfants qui viennent écouter et découvrir la musique. Et ça me fait toujours plaisir. C'est ce volet-là un petit peu innovant et sur le long terme. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vais passer tout de suite la parole à Jean-Luc Soulet pour la présentation de ce festival, de ce beau festival. Merci beaucoup, Denis. Denis Mola, qui est la personnalité qu'on connaît ici en Aquitaine et en France, bien évidemment. Et je te remercie de ton accueil dans cette belle maison que nous avons vue s'ouvrir il y a 2 ans maintenant et où tu nous as déjà accueillis l'an dernier avec aussi un grand bonheur. Donc merci de cette gentillesse et de ce goût pour la culture qui est fondamental chez toi et de ce goût pour la technique, puisque sachez que vous serez enregistré, que tu vas faire un sujet sur ce lancement du festival, sur une présentation qui va être faite par nous. Je pense à Alain Rousset, qui doit arriver d'un moment à l'autre, et moi-même. Et donc, encore une fois, je suis très sensible à ton accueil. Et vous êtes tout à l'heure invité, Denis, je crois, en bas pour partager un cocktail avec nous et avec les artistes, bien sûr. Je salue aussi en cette occasion j'allais dire mon vieil ami, ce qui fait un combattant, ancien combattant, mais avec le temps, c'est quand même un peu ça. Arnaud Litardi, qui est le directeur régional des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine et avec lequel nous avons une complicité sur de nombreux sujets de longue date. Donc merci Arnaud de cette présence à nos côtés aujourd'hui. Je sais que ton emploi du temps là aussi est chargé, donc tu as fait le saut depuis la DRAC pour nous accompagner aujourd'hui pour ce lancement. Merci à toi, merci de la présence de l'État aux côtés du Festival du Périgord Noir, ce qui n'est plus tout à fait évident par les temps qui courent que d'avoir l'État présent dans un certain nombre de festivals en région, comme le nôtre. Je salue aussi mon amie Régine Anglard, qui est la vice-présidente pour la culture de ce beau département de la Dordogne dont nous sommes issus. Régine représente le président du conseil départemental, Germinal Perrault, qui est, comme elle, très attentif depuis de longues années à ce que nous faisons dans ce Périgord noir dont nous parlerons tout à l'heure. Merci Régine, merci à Germinal, à tous deux, de nous accompagner ainsi. Et puis, je salue là aussi un ami que nous avons vu sous d'autres cieux, Guillaume Delpirou, qui est le nouveau directeur de la culture du Conseil régional d'Aquitaine. Nous avons fait des choses ensemble à une autre époque, pas si lointaine que ça quand même, hein, il faut bien le dire, et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration. Alors, peut-être Arnaud, pour représenter d'une certaine manière les partenaires publics, voudrais-tu dire un petit mot sur la manière dont tu perçois ce que nous faisons ensemble avec le festival ? Volontiers, merci de ton accueil, merci à tous de votre présence. Tu as bien lancé le sujet en signalant que la présence de l'État dans les festivals en région n'allait plus de soi depuis un certain nombre d'années déjà. Hein. Vous connaissez le nombre de festivals qui existent sur le territoire français. Je dis souvent que si je devais tous les aider, je signerais des chèques en début d'année et après je partirais en vacances. Donc ça excéderait très largement nos capacités budgétaires. Et surtout, nous avons décidé, et je crois que c'est vraiment la mission de l'État, hein, de nous concentrer sur les activités de création, de transmission. Et nous avons gardé donc dans notre giron un certain nombre d'événements qui, au-delà de la diffusion et de l'animation culturelle du territoire, se consacre à la transmission et à la création. Et c'est vrai que le Festival du Périgord Noir, de longue date, s'était engagé dans cette voie, avec les masterclass, avec des masterclass qui aboutissaient à des créations. Et donc, dans ce sens, nous considérons que c'est vraiment important de continuer à garder une qualité artistique de premier ordre sur le territoire. Et puis, bon, si on regarde la carte, c'est vrai que dans le Périgord noir, il y a
peu de structures culturelles présentes. Donc, il est nécessaire, dans certains cas, pour conserver une présence culturelle au plus près de la population. La ministre parle de culture près de chez vous. Là, je pense que le Festival du Périgord Noir entre pleinement dans cette priorité et porte la culture au plus près d'un territoire rural qui est plein de richesses, hein, et en même temps, donc, ça permet d'animer ce patrimoine absolument magnifique, patrimoine matériel, immatériel, gastronomique. Enfin, les patrimoines périgourdins sont très nombreux et je crois qu'on peut dire maintenant, après combien 28, 29 ans, 30 ans 36, oh, ça ne nous rajeunit pas. Le Festival du Périgord Noir fait partie du patrimoine de la Dordogne, incontestablement. Je crois de cette manière dont tu présentes les choses que je ne peux que totalement souscrire à ta vision. Et nous avons donc une vision d'insertion des jeunes professionnels dans la vie professionnelle. Et c'est le sens des masterclass et des académies que tu évoques. Notre Académie internationale baroque à Saint-Amand-de-Colly depuis 17 ans, Véronique, c'est ça, je crois 17 ans, et l'Académie d'orgue de Sarlat, qui elle est plus récente, qui a 11 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc ce sont ces deux académies qui représentent vraiment ce travail de récréation pour certaines œuvres. Nous donnons cette année un oratorio de Handel, qui est un oratorio de jeunesse, hein, le triomphe du temps et de la désillusion. C'est pas moi qui ai choisi le titre de l'œuvre, même si quelquefois on peut songer que c'est une jolie façon d'associer les choses, mais c'est une œuvre d'un homme de 22 ans qu'il écrit à Rome pour le cardinal Pamphili. Donc vraiment une œuvre qui a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui et que de jeunes musiciens qui viennent de toute l'Europe et au-delà viennent interpréter en Périgord noir. Et puis ce que tu disais aussi de la manière dont on défend le lien entre le patrimoine et l'art vivant et la création reste vrai. J'ai demandé à une artiste, compositrice coréenne vivant en Suisse, et nous faisons ça avec le concours de Genève et la Haute École de musique de Lausanne, qui est tout un partenariat dont je reparlerai tout à l'heure. Nous créons aussi une création mondiale, une œuvre cet été en Périgord noir qui a plus d'un titre, sera très évocatrice pour le public. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc la création, l'insertion professionnelle, l'attention portée au patrimoine, ce sont vraiment des sujets qui sont pour nous très forts et très chers. Et Régine, tu sais que dans notre beau département de la Dordogne, c'est une richesse évidemment exceptionnelle. Nous avons l'embarras des lieux, nous en choisissons 15 chaque année à peu près. Il y a bien des élus auxquels malheureusement nous devons dire non parce que nos moyens, notre temps, notre disponibilité, le travail de l'équipe ont leurs limites, mais en tout cas nous sommes très attentifs à valoriser ce patrimoine exceptionnel, restauré souvent de très belles façons par l'État, la région et le département de manière croisée, mais en tout cas nous faisons en sorte que les artistes qui viennent y jouer conçoivent des programmes adaptés au lieu. Et je pense que ça, c'est une très belle façon d'imaginer le rapport entre la culture et la musique vivante et le patrimoine, héritage de plusieurs siècles, puisque la plupart de ces lieux ont été construits entre le XIIe et le XVe siècle, et en moyenne XIIe, XIIIe siècle. Donc ce sont quand même des lieux qui ont traversé les siècles et qui aujourd'hui sont des lieux à la fois spirituels, mais en même temps des lieux où la musique rayonne. Donc vous l'avez senti, puisque nombre d'entre vous venaient régulièrement au festival, et c'est important que je le rappelle. Merci de me donner cette occasion de le faire. Voilà, alors je propose peut-être, Véronique, en attendant qu'Alain Rousset arrive, qu'on puisse lancer un petit teaser. Le mot teaser, bon, pardon, une aguiche. Oui, c'est joliment dit ça, une aguiche. Je n'avais pas trouvé cette traduction, mais voilà, un petit film qui va donc vous aguicher, nous l'espérons.
belle région Nouvelle-Aquitaine qu'il a voulu, qu'il a portée, qu'il a accompagnée. Et je pense que grâce à lui, une des plus belles régions de France trouve son équilibre sur un territoire des plus vastes. Et quand mes amis d'Europe centrale, évidemment, me demandent ce que c'est que la Nouvelle-Aquitaine, je leur dis c'est l'Autriche, plus la mer, plus la culture et le patrimoine, encore que l'Autriche ne soit pas à plaindre de ce côté-là, mais aussi avec des montagnes. Donc c'est une région assez exceptionnelle en Europe. Bravo pour avoir ainsi fait vivre, porter cette aventure avec l'État, bien évidemment. Et on est heureux que ce soit l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, sur laquelle le festival se déroule et s'inscrive. Donc je te passe la parole, ensuite je présenterai un peu la saison. Je crois que tu as quelques idées, comme toujours, sur ce beau sujet. Oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Monsieur Litardi et à Jean-Luc. C'est un plaisir pour moi de revenir ici chez Mola pour participer à cette présentation du Festival du Périgord Noir. Je félicite d'abord Jean-Luc Soulet parce que cette création tient beaucoup à lui, à son engagement pour la culture, pour la musique, et puis à son engagement pour le Périgord, qui est à l'intérieur de la plus belle région de France, un des plus beaux départements de France. Et en regardant la présentation du festival, je me dis d'abord que l'affiche est très belle. C'est peut-être une des plus belles affiches que tu nous aies proposées. Elle est appétante, elle fait rêver, elle a ce mélange d'une présence humaine qui est essentielle dans la musique, bien entendu, et dans le poids de l'art et des artistes. Et puis, elle donne à voir sur le lointain aussi. J'aime bien aussi ce titre de la pensée visible. Je suis de ceux qui considèrent aujourd'hui qu'on a besoin dans notre pays, et peut-être singulièrement avec ce qui se passe sur les rives de la Méditerranée aujourd'hui, d'un retour du débat d'idées, de faire en sorte qu'on accroche à des manifestations musicales, culturelles aussi. Et je vois que tu as programmé la première partie des Misérables. Les deux parties. D'accord. Donc, tout ça me fait plaisir. On voit bien d'ailleurs que chacun des festivals qui existent aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines, la région va en accompagner, je crois, 226 cette année, dans un engagement public fort. Chacun de ces festivals aussi ramène un débat d'idées plutôt qu'une simple approche contemplative, soit à l'égard du cinéma, soit à l'égard de la musique, du chant. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien que la culture véhicule aussi du questionnement. Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite de ce festival. Ensuite, il y a la découverte ou la redécouverte de l'ensemble des sites magiques de cette partie de la Dordogne. On aimerait bien d'ailleurs pouvoir être dans chacun des sites. J'avais été très jaloux, moi, quand je suis arrivé à la présidence de la région, de ce que je regardais l'été à la télévision, quand il y avait à Arles ou ailleurs, de grandes retransmissions de ces grandes créations. J'ai toujours été fixé en me disant comment je peux faire, en arrivant à la tête de la région Aquitaine, et puis aujourd'hui de cette grande région, pour que l'on puisse faire en sorte que l'image de la région, l'image du bien-être, l'image de la beauté, l'image de l'océan, de la montagne aussi, comme tu le disais tout à l'heure, soit aussi une image de valorisation de notre patrimoine. Parce qu'il y a un côté extraordinairement puissant quand
vous avez une pièce de théâtre ou un orchestre dans une abbaye, dans la cour d'un château, cette magnifique couleur des pierres de la Dordogne. Et cela aussi, je t'en remercie parce que ça fait partie de l'image. On sait que le premier touriste de l'Aquitaine ou de la Nouvelle-Aquitaine est un Aquitain. Et je pense qu'on a envie aujourd'hui de passer ces loisirs ici, non pas que je sois devenu un espèce de nationaliste nouvel-aquitain particulier, mais aujourd'hui, certains vont chercher dans les grandes distances une espèce de changement de rupture par rapport à son cadre de vie, mais on voit bien aussi que les petits séjours, la découverte et l'embellissement de ces découvertes par la musique, en l'occurrence, est quelque chose d'essentiel. Donc voilà, merci pour cela. La région accompagne le festival, bien entendu, et continuera à l'accompagner, ce qui, dans un contexte budgétaire un peu compliqué que nous connaissons tous, montre que si sur le temps long, sur la capacité de réflexion qui est la tienne, comme celle que je peux avoir moi avec d'autres pour le Festival du film d'histoire, on a besoin de regarder de la distance, de penser à demain. Parce qu'à la limite, je suppose que dans la tête de Jean-Luc Soulet, l'objet, c'est plus le festival 2018, c'est 2019 et 2020. Quand il faut retenir telle ou telle musicienne, tel ou tel groupe, c'est quand même des réservations à long terme. Quand il faut révéler un certain nombre de patrimoines, c'est aussi des commandes à distance, d'une certaine manière. Donc voilà, bravo. Et moi, je suis toujours très ému, très heureux de participer à l'action et au soutien du Festival du Périgord Noir. Bravo, Jean-Luc. Merci, Alain. Alors, je pourrais pas rester parce que j'ai un déjeuner un peu stratégique de travail avec le préfet de région, avec le retour du jacobinisme en France. On a quelques devoirs. Très bien. C'est un private joke, hein, monsieur le directeur. Hein, Oui. Je sais que la culture est par nature décentralisée et que c'est pas du tout dans votre tête. Tu vas devoir faire de même. Bien. D'autres obligations, j'ai plusieurs casquettes et donc je vais aller enfiler celle de président de l'école d'architecture. Comme l'architecture construit la ville de demain et qu'on parlait de long terme, je pense Voilà. que et puis je vais tout excuser. Denis Mola étant très sensible à l'architecture, il m'en voudra pas. Voilà. Bien, mais en tout cas, merci. Vous m'entendez là? Oui, ça marche. Merci à tous les deux de votre présence. Merci Arnaud. Je te retiens pas si tu. Voilà. Donc, vous voyez que la culture transcende la vieille opposition jacobin-girondin qui est particulièrement appliquée ici. Hein. C'est pas un hasard d'ailleurs de l'histoire si le mot girondin est né dans cette ville. Donc quelque part, merci aux Jacobins comme aux Girondins d'accompagner le festival ainsi. Alors, tu avais une belle interrogation qui était celle de notre visuel cette année, qui a fait l'objet de débats d'idées, si je puis dire, en interne sérieux, puisqu'on me disait, bon, la pensée visible, on ne voit pas ce que ça signifie. Le personnage dans les nuages, certes, c'est poétique, mais on ne voit pas non plus très bien ce que c'est. Et puis, on s'aperçoit que ça marche bien. Bravo Véronique Yachou qui a porté ce projet avec notre agence de création. Et c'est vrai que c'est une jolie affiche, je dois dire, parmi toutes celles qu'on a fait au cours des 35 ans, 36 ans écoulés. Et pourquoi la pensée visible, me direz-vous ?
Bien, je suis parti d'un double constat. D'abord, la nature fondamentalement abstraite de toute œuvre musicale. Pas moi qui le dis, c'est Franz Liszt, grand musicien pour lequel j'ai une passion très ancienne, et Arnaud qui vient de nous quitter aussi. C'est un compositeur qui a à la fois beaucoup réfléchi sur ce que représentait la musique et en même temps qui l'a caractérisé souvent de manière très, très, très vivante, a rendu sa propre pensée visible, compréhensible à travers des œuvres. Et puis, il y avait un second compositeur un peu plus tard qui s'appelait Busoni, qui est un grand compositeur italien, qui disait que l'œuvre d'art musical existe en soi, est immuable avant de résonner, après avoir fini de résonner. Elle est à la fois dans et hors du temps. Et j'aime bien cette idée aussi d'avoir une œuvre qui, par elle-même, préexiste à son écriture, à sa création. Donc, ces deux constats, puisqu'on se veut aussi un festival où on réfléchit un peu sur la musique, et les compositeurs que nous invitons sont toujours, vous le verrez, je vais vous en reparler, des compositeurs avec lesquels on a des vrais échanges avant, à la fois pour concevoir des programmes adaptés au lieu, mais aussi par rapport à nos thématiques, et parce que ce sont des compositeurs qui réfléchissent, qui savent que la musique, c'est pas simplement un élément de distraction, d'animation, même si on en a besoin aussi, mais c'est aussi fondamentalement un art profondément humain, profondément personnel. Et pour ces artistes, ces interprètes, ces compositeurs, parfois, il est nécessaire de rendre la pensée du compositeur ou la pensée de l'interprète visible. Et c'est en ce sens-là que nous avons conçu tout un programme d'une trentaine de concerts et de 2 académies qui donnent à voir la musique, ce qui est un peu un paradoxe, mais c'est aussi le vrai enjeu de cette saison. Et vous verrez, si vous le suivez régulièrement pendant ces mois-ci, ces semaines qui viendront au mois d'août et en septembre, vous vous rendrez compte combien ce que je peux vous dire aujourd'hui a de traduction vraie dans la grande variété des concerts. Et alors, c'est un autre point aussi que je souhaitais souligner, c'est que nous avons souhaité créer de nombreuses passerelles entre les arts. Tu évoquais à juste titre Les Misérables de Victor Hugo, qui est une œuvre fondamentale de notre histoire littéraire. Hugo aimait aussi la musique et il a participé à un nombre de combats romantiques autour de la musique, pas simplement littéraire. Et donc, cette œuvre a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma, dont une qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui date de 1925, Henri Fescourt, qui est un grand réalisateur de cinéma qui n'est pas forcément dans toutes les mémoires aujourd'hui, mais a réalisé en 6 heures. Et donc, nous avons choisi de représenter cette œuvre à la fois dans la cour du château de Sauveboeuf, qui est un magnifique château 17e qui a été restauré par Claude Douce, son propriétaire. J'y étais il y a 3 jours pour une soirée de levée de fonds pour le festival avec le fonds de dotation que nous avons créé. Et tous les chefs d'entreprise aquitains ou périgourdins qui étaient là étaient admiratifs de la qualité de cette construction et de la magnificence de sa restauration. Et donc, ce n'est pas un hasard si nous le faisons dans la cour du château de Sauveboeuf, qui se prêtera très bien à cette projection en plein air, dans une soirée où Jacou le Croquant, Jacou accueille Les Misérables. Donc, vous voyez un retour sur ce 19e siècle qui a été terrible sur le plan social, à plus d'un titre, et qui en même temps fait émerger de grandes œuvres, de Eugène Leroy à Victor Hugo. Ce n'est pas un hasard, je les associe. C'était 2 personnages qui étaient particulièrement sensibles à la fois le débat d'idées, la politique et l'œuvre comme caractéristique des misères de son temps. Donc Jacou accueille Les Misérables, ce sera le 7 août, et le 8 août, nous donnerons la deuxième partie dans un cinéma que nous aimons beaucoup, qui est le cinéma Le Vox ou l'Orex. Le Vox, hein, c'est bien ça. Le Vox à Montignac, Lascaux, donc aujourd'hui, Montignac-Lascaux, au pied de la grotte. Donc je vous invite, pour les amateurs de cinéma muet, d'improvisation, puisque j'ai demandé à notre vieille amie, vieux complice du festival, qui est Carole Beffa, aujourd'hui une des grandes figures de la création, de l'interprétation contemporaine, et qui a fait ses débuts, je dirais, au festival il y a 15 ans. Jeune pianiste, il venait accompagné d'autres jeunes musiciens, il donnait la parole au public, et il a fait cette carrière que l'on sait, et Carole reste fidèle, et j'aime bien cette idée de fidélité aussi, je sais qu'elle t'est chère, de fidélité à des idées, de fidélité à un projet, de fidélité à un homme,
fidélité à une équipe, et c'est tout ça que nous portons avec Carole. Donc ça, c'est la première idée que je voulais vous faire passer, cette idée que les passerelles entre la littérature, le cinéma, l'interprétation et la composition, puisque quand vous improvisez, vous composez en même temps. Et Carole va composer pendant 6 heures face au public en 2 soirées. On a hésité un moment à le faire en une nuit, mais on s'est dit que le public aurait peut-être du mal à suivre pendant 6 heures. Mais qui sait, peut-être qu'on aura des regrets après coup, cette grande œuvre littéraire. Nous avons aussi, c'est une deuxième idée, et tout se raccroche à cette idée de pensée visible, hein, vous allez voir, l'idée de raccrocher les musiques traditionnelles dans lesquelles de très nombreux compositeurs, je vous parlais de Liszt, mais j'aurais pu vous parler de Bartók, j'aurais pu vous parler de De Falla, j'aurais pu vous parler de Gounod, pour les musiques espagnoles, de Bizet, bien évidemment, ont tous puisé dans ce répertoire de la musique traditionnelle. Et donc, nous avons choisi d'associer avec le festival qui s'appelle Culture au cœur, qui est un festival qui a le même âge que nous, même peut-être un ou 2 ans de plus, qui a donc de longue date porté les musiques du monde dans cette partie-là de Dordogne. Et avec eux, nous avons imaginé depuis quelques années de construire des concerts à deux faces, en quelque sorte, un peu Janus bifrons, avec une face qui est la musique traditionnelle. Là, ce sera un ensemble roumain cette année qui viendra, et un ensemble classique, et ce seront les 2 sœurs Berthollet, dont on parle beaucoup en ce moment, de jeunes lutins, de jeunes génies de la musique, qui se produiront avec leur pianiste, Guillaume Vincent, dans un très beau répertoire, là aussi, qui fera des clins d'œil à la tradition musicale, certes, mais également à des œuvres de notre époque. Donc, 2 jeunes filles qu'on écoutera avec avant, pas ensemble, mais avant un ensemble de musique traditionnelle roumaine. Donc, deuxième passerelle, en quelque sorte, ce sont entre les musiques traditionnelles et les musiques dites classiques et contemporaines. Je suis profondément marqué par mon enfance en Périgord, par les lieux. Saint-Léon-sur-Vézère et l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly. C'est l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly que j'ai vu restaurer. Tu n'étais pas encore président de région, mais un de tes prédécesseurs s'est beaucoup attelé à faire en sorte que cette abbaye qui était en train de s'écrouler, et avec le soutien de l'État, ça va de soi, et du département, mais je me souviens, la région était moteur, a fait en sorte que cette abbaye de Saint-Amand-de-Coly soit sauvée de la démolition prévue. Et je vous parle des années 80. Et donc 70-80, plutôt 70, puisqu'en 80, nous avons commencé à y faire des concerts. Et l'idée de cette beauté un peu immémoriale, de cette beauté solennelle, très forte, puisque son clocher-mur attire les regards, et en même temps son acoustique intérieure qui est remarquable, fait que nous sommes attentifs, grâce à ce lieu, à programmer des artistes et des maîtres qui représentent la génération de demain. Vous savez qu'on a découvert beaucoup de quatuors à cordes qui sont tous venus jouer à un moment ou à un autre au début de leur carrière, que nous avons travaillé le quintet avant aussi pendant de nombreuses années. Et puis, depuis 17 ans, nous avons créé cette académie baroque, cette académie internationale baroque du Périgord noir, qui permet de faire passer les plus grands artistes. Philippe Jarouski, par exemple, il a fait ses débuts. Vous entendrez une jeune qui s'appelle Ferracci, qui se produira à Sarlat cet été. La jeune musicienne, chanteuse, qui vous entendrez tout à l'heure aussi, est passée par l'Académie. Elle y a joué le rôle de Salomé dans Saint-Jean-Baptiste il y a 2 ans. Donc c'est vraiment un lieu qui est fait pour cet échange entre une génération et l'autre, entre le public et des œuvres. Et il y a là un espace qui se prête à la mise en scène. Nous avons monté plusieurs spectacles, plusieurs œuvres avec mise en scène, et à l'oratorio, qui demande plus d'exigences. Mais j'entendais tout ce matin, là, en venant ici, dans la voiture, un de nos très grands chanteurs, qui est Alagna, qui disait qu'il adorait revenir à la nudité de la musique, à l'œuvre elle-même. Il parlait de Saint-Saëns, mais en disant c'est quelque part un immense oratorio que ce Samson et Dalila que vous connaissez évidemment, et dans lequel la Bible, quelque part, le cadre, et donc l'émotion se nourrit de la musique. Il n'y a pas forcément besoin de la mise en scène ou de décor. Donc nous ferons
dans ce décor naturel de Saint-Amand, une œuvre qui s'appelle Il trionfo del tempo del disinganno, le triomphe du temps et de la désillusion, qui est une œuvre écrite par le jeune Handel à Rome en 1707. Il avait 22 ans, à la demande du cardinal Pamphili, qui avait, vous savez, le palais Pamphili, qui est un des plus beaux palais de Rome, où j'ai vécu pendant 6 ans, donc je connais un peu cette ville. Et donc il y a là une passion du jeune homme pour ces musiques intemporelles, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, et puis cette passion de la création. Et tout ce qui est écrit par un jeune homme de 22 ans à Rome, dans un cadre religieux, va se retrouver tout au long de son œuvre, dans ses œuvres sacrées comme ses œuvres profanes, ses opéras comme ses oratorios. Et donc, c'est une œuvre que vous écouterez si vous venez le 18 et 19 août, vous découvrirez une œuvre absolument fantastique si vous ne la connaissez pas déjà et que tous les musiciens adorent. Elle présente des ensembles, elle présente des parties pour solistes. La partie orchestrale est absolument magnifique et un certain nombre d'airs sont déjà dans vos mémoires, sans que vous vous en rendiez forcément compte parce que vous les avez entendus dans d'autres opéras ou oratorios de Handel. Donc, si je m'arrête un instant sur ce lieu, c'est parce que je pense qu'il a une fonction de passerelle, là aussi, entre la beauté et la musique sous les formes que nous avons envie de faire, c'est-à-dire ces mains tendues d'une génération à l'autre. Et on retrouve cette idée quelques semaines après à Sarlat. Je ne m'arrête pas trop sur les dates parce que vous les avez dans le dépliant, mais sur l'Académie d'orgue que nous avons montée avec Michel Bouvard, qui est une des plus grandes figures de la musique pour orgue de notre époque. Je mesure bien ça. Il est salué comme un dieu vivant au Japon. Aux États-Unis, tout le monde s'arrache ses masterclass. J'étais à la Chapelle Royale de Versailles il n'y a pas très longtemps. Il y interprétait une messe des couvents de Couperin. Tous les organismes français étaient là pour venir l'entendre interpréter Couperin comme le grand François, comme un des plus grands compositeurs de toujours. Et donc Michel adore Sarlat, il adore la cathédrale. Il trouve que l'orgue, l'épine, les orgues, l'épine qui ont été restaurées il y a une 12-15 ans par la ville de Sarlat, sont particulièrement adaptés pour la musique française du XVIIe siècle. Et c'est ce programme sur lequel il se concentre, sur lequel il fait passer avec son épouse Yasko au clavecin, puisqu'il travaille aussi le clavecin pendant cette académie, avec une douzaine d'organistes triés sur le volet qui viennent du monde entier. L'an dernier, il y avait autant de nationalités qu'il y avait d'organistes. Donc, c'est là aussi une grande exigence en matière de formation et sur un plan international, la cathédrale de Sarlat, la Dordogne, l'Aquitaine sont aujourd'hui repérés comme un des lieux pour l'orgue et pour l'enseignement de l'orgue, ce qui n'est pas une chose évidente. Dans cette idée que le baroque est pour nous un lieu de recréation, un espace d'échange et de réflexion, vous aurez l'occasion d'entendre plusieurs jeunes qui vont se déplacer entre le 7 et le 10 août d'une église à l'autre. Alors, tu évoquais tous ces lieux extraordinaires. Il y a des petites églises que j'aime beaucoup, c'est Fanlac, c'est Aurillac, c'est Aja. Ce sont des lieux uniques qui ne sont pas très grands, de 200 personnes environ, dans lesquels on vient écouter un claveciniste, une petite formation. On viendra écouter un gambiste extraordinaire, Fahmi Al-Kani, qui est un jeune homme né en Espagne, d'un père syrien et d'une mère palestinienne. Et il a choisi la viole de gambe, qui raconte beaucoup de choses à beaucoup de générations et surtout beaucoup de cultures autour de la Méditerranée, sous une forme ou sous une autre. Et il viendra nous jouer un répertoire pour la viole de gambe tout à fait exceptionnel. On entendra Justin Taylor, qui est aussi maintenant une jeune star du clavecin, avec son consort, dans un répertoire 17e, 18e. Et puis, on entendra l'ensemble d'Hydro de Johannes Pramsoller. Johannes, que nous voyons régulièrement, il était même ici l'an dernier, si je me souviens, pour un concert au moment de la conférence de presse. Il est un personnage protéiforme qui réfléchit beaucoup, qui sort de nouvelles partitions, qui
voit comment donner de nouvelles interprétations à la famille Bach. Il y a eu une trentaine de Bach qui ont écrit de la musique. Il n'y a pas que Jean-Sébastien qui va rechercher des musiques de Ristori ou d'autres dans les archives en Autriche ou en Italie. Il est lui-même autrichien et italien. Il vient du Tyrol du Sud. C'est un immense musicien, un chercheur, un homme curieux. Et avec son ensemble, il saura, là aussi, je crois que c'est à Aurillac, hein, c'est ça, hein, c'est à Aurillac, qui est un endroit ravissant, saura nous donner cette approche de la musique telle qu'il l'envisage. Et puis nous aurons, le programme n'est pas encore exactement arrêté, puisqu'il dépendra aussi des œuvres qu'auront travaillé pendant l'Académie, outre l'oratorio, les différents maîtres. Eh bien, nous aurons ces maîtres qui viendront. Alors je vous rappelle que ces maîtres, c'est d'abord Iñaki Enchinaoyon, qui est espagnol, qui dirige l'Académie, qui est un jeune chef d'orchestre particulièrement brillant, qui fait une carrière internationale. C'est donc Johannes Pramsoller qui tient les cordes. Je vérifie un peu, qui donc, comme vous l'avez compris, est austro-italien. C'est Carlos Aranzai, qui est aussi espagnol, qui travaillera donc les pupitres pour les voix. Francesco Corti, qui lui est italien, mais qui enseigne à la Scala Cantorum de Bâle. Alison McGillivray, qui est violoncelliste et écossaise. Et Benoît Babel, qui est bordelais. Il faut tout de même un vrai bordelais qui tienne l'ensemble, puisque c'est lui qui, au clavecin, va assurer les répétitions, va être un peu la cheville ouvrière au quotidien du travail des artistes. Donc, vous voyez, une magnifique volonté d'enseigner, de passer, transmission professionnelle, c'est le mot qu'on utilisait tout à l'heure avec Arnaud Litardi, transmission professionnelle des talents d'une génération, insertion professionnelle, plus exactement, des jeunes artistes dans leur, je dirais, sillon de créateurs et d'interprétateurs et d'interprètes, et c'est vraiment le sens de nos académies. Autre point qui va toujours dans le sens de ce que je vous ai dit en préambule, qui est l'affiliation entre jazz et classique. Alors, vous avez sans doute remarqué que cette année, le jazz sera encore plus présent. Nous avons aussi une vieille histoire avec le jazz, mais qui se renforce. Un lieu magnifique qui est une chartreuse à la Bachellerie, c'est juste à la sortie de l'autoroute quand on va vers Lascaux. Et dans cette petite commune, il y a une grande chartreuse dont la nouvelle propriétaire a souhaité que nous fassions ensemble tout un week-end consacré au jazz. Donc il y aura aussi bien du jazz, j'allais dire bordelais, puisqu'on travaille avec le CRR, le Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux et d'Aquitaine, et sa classe supérieure de jazz, donc qu'on appelle la relève en Aquitaine, mais qui donnera un très beau concert sur des grands standards. Et puis nous écouterons, et ça nous l'avons monté avec plusieurs institutions suisses qui sont au cœur de certains programmes que nous montons depuis 1 an et pour 3 ans, qui s'appelle Identité suisse en musique, mais c'est surtout un travail de fond que nous menons, que Véronique mène avec les institutions suisses, la Haute École de musique de Lausanne, celle de Genève, le Conservatoire, le concours international de Genève, le Jazz in Montreux, le Montreux Jazz Festival et plusieurs institutions avec lesquelles, je vous parlais de la Scala Cantorum également, nous travaillons pour monter ces programmes associant jazz, classique et contemporain. J'y reviendrai juste dans un instant. Donc le jazz va être vraiment, et nous avons là aussi avec la Spedidam et la Dami monté un concert sur de jeunes artistes qui ont chaque année le prix de la Spedidam, et un concert qui s'appelle V comme Vian, où là aussi vous aurez un programme tout à fait passionnant. Je ne vous les dévoile pas complètement, ils sont dans votre programme. Et le Gauthier Tout Trio, qui est aussi un des plus inventifs parmi les jeunes talents du jazz. Alors, il ne s'agit pas de refaire Marciac en Périgord noir, mais quelque part, nous avons cette idée. Alors, on n'est pas sous tente, on préfère faire ça dans des intérieurs, en l'occurrence dans cette chartreuse. Ça s'y prête sans doute mieux, à mon sens. Et puis, nous restons attentifs à des formes relativement petite, le mot petite n'étant pas réducteur, mais à un public attentif, connaisseur, entre 200 et 300 personnes pour le jazz. Donc, vous voyez, une passerelle, là aussi, vers l'univers du jazz, où des musiciens ont beaucoup réfléchi des deux côtés, classique et jazz, pour vous proposer ces rendez-vous.
Et puis enfin, vous avez, dans un lieu qui m'est cher depuis mon enfance, je m'y suis même marié, qui est l'église de Saint-Léon-sur-Vézère. Alors Saint-Léon, c'est le petit bijou de la musique de chambre. Je crois que les meilleurs artistes du monde sont venus jouer là depuis 35 ans. Toute l'école russe, des Chinois, des Japonais, les frères Capuçon qui ont fait leur début en culotte courte, Henri de Marquette, Brigitte Engerer. Je ne vais pas vous en citer parce que je pourrais vous en citer des centaines. Imaginez, 36 ans et à chaque fois 10 concerts, à peu près entre 7 et 10 concerts à Saint-Léon-sur-Vézère, ça fait du monde. Cette année, nous avons à la fois souhaité inviter des artistes que nous aimons beaucoup, avec lesquels nous avons créé une vraie complicité. Nicolas Angelic, le pianiste que tout le monde aime parce que c'est à la fois un grand nounours par sa carrure et l'envie qu'on a d'échanger, de discuter avec lui, et puis d'une sensibilité d'écorché vif. Et sa première mesure, en général, on la reconnaît même quand on l'entend à la radio. C'est un musicien hors pair que nous aimons beaucoup et avec lequel nous avons encore cette complicité cette année. Nous avons réinvité Nemanja Radulovic. Nemanja est venu jouer 2 fois déjà au festival. La première fois, il n'était pas connu, il y avait 30 personnes. C'était il y a 15 ans, à Erignac. Il est revenu à Saint-Amand-de-Coly avec son ensemble. Ça a été un tabac. Et là, il revient en musique de chambre avec de jeunes musiciens tout à fait exceptionnels, Laure Favre-Kahn notamment, et plusieurs autres. Autre vedette, si je puis dire, de la musique, Edgar Moreau. Edgar Moreau, qui est un violoncelliste qui, en quelques années, un peu comme Gauthier Capuçon il y a 15 ans, fait une carrière époustouflante. On l'a invité il y a 3 ou 4 ans pour la première fois. Il avait 18 ans. Donc il n'est pas très vieux aujourd'hui. On lui a redonné une carte blanche. Entre-temps, je l'ai revu cet hiver. On a eu envie de refaire quelque chose ensemble. Donc c'est aussi une star, mais à la fois gentille et attentive et qui réfléchit toujours cette pensée en marche, cette pensée visible. Puis je vous cite quelques noms. Lorenzo Soules, Pierre-Yves Audic, de grands pianistes, le trio Merchant, qui se produit avec le soutien de la Fondation Safran pour la musique, qui est un de nos partenaires qui nous est proche. Le ténor David Fischer et Rémi Durup aux percussions. Vous verrez, c'est un programme qui s'intitule Nocturne et qui mêle la création. C'est là que s'introduit cette pièce d'une coréenne, Choi, dont je vous parlais tout à l'heure, des œuvres écrites pour percussion ou transposées pour percussion et piano et voix. Donc un spectacle très intéressant. Et le Quatuor Hanson, qui est aussi un des jeunes quatuors salués par le concours de Genève, donc une des grandes figures de la musique de chambre. Donc, vous voyez, le festival, c'est un peu tout ça. Il a des amis qui sont ceux que nous avons évoqués tout à l'heure, la région, le conseil départemental, l'État qui nous accompagne, les villes que je vous ai citées dans plusieurs cas, la Spédidam, la DAMI. Et puis nous avons, ça c'est une chose que j'ai travaillé depuis pas mal d'années, ce lien avec l'entreprise. Je suis convaincu que aujourd'hui, ce qui renouvelle l'approche et la solidité, je dirais, de la musique, et de la musique classique en particulier, qui se défend plus ou moins bien dans un contexte où bien d'autres choses sont diffusées, qui ont le soutien des majors internationales, eh bien, la musique classique touche le cœur de bien des gens. Et dans une entreprise, vous pouvez travailler en lien avec un festival, faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on fait depuis des années avec Safran, avec Suez, avec Conda, avec les partenaires du fonds de dotation du Périgord Noir que nous avons créé en 2014. Et le fonds de dotation a aujourd'hui une quinzaine de partenaires d'entreprises qui comprennent l'enjeu qui est derrière notre travail en commun. C'est comment à la fois valoriser un territoire, s'appuyer sur la fiscalité du mécénat telle qu'elle existe aujourd'hui, cette curiosité qu'éprouvent à la fois les entreprises et les acteurs culturels l'un pour l'autre. C'est un art d'apprivoisement à la Saint-Exupéry, bien connu. Le petit renard ne s'apprivoise pas forcément tout de suite, comme ça. Il faut du temps. Mais nous nous sommes apprivoisés mutuellement et nous avons monté tout au long de ces années, et plus encore ces années-ci, des programmes communs. Et je dois dire que
c'est précieux pour les artistes qui comprennent très bien cet enjeu, les entreprises avec lesquelles nous travaillons et le festival qui est bien diversifié son approche partenariale, si je puis dire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai sans doute été plus bavard que je ne le voulais, mais Alain, tu le sais, je le suis naturellement, hein, passionné. Le Périgord donc mérite le détour. Les plus grands musiciens vous y attendent, donc nous serons heureux de vous retrouver. Alain, je sais que tu as d'autres terrains de jeu l'été en montagne, mais tu seras le bienvenu quand tu voudras à Sarlat ou ailleurs. Merci à toi. J'ai écouté attentivement la mémoire qui est la tienne est extraordinaire. Je suis... Ceci dit, tu dois avoir une belle vie parce que manifestement, tu as déjà vu la plupart des concerts. C'est pas mal, quoi. C'est assez bien. Je bouge. Voilà. Je vais écouter les uns et les autres au hasard de mes voyages de professionnel. Donc c'est un choix. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous tous. Pendant que Philippe finit ses derniers accords, je voulais vous donner un peu le sens de ce concert maintenant. Toute l'équipe du festival, et je salue plusieurs d'entre eux aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu tous être là. On regrettera en particulier Alain Larieux qui a des petits soucis de santé, mais temporaires, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais Annick Chevalier, secrétaire générale, est particulièrement active sur tout le champ, dans les deux sens du terme d'ailleurs, de la musique et des ensembles qui se produisent pendant l'année, pendant le festival avec l'Académie. Donc merci Annick d'y avoir veillé. Paul Denet, qui est un grand mélomane et un passionné de technique lui aussi, qui fait les enregistrements du festival. Donc merci Paul de ton engagement. Gréhorn, qui est notre vice-président fondateur aussi, toujours très engagé, et tous sont attentifs. Patrick Giletta, qui nous a rejoint il y a peu de temps, sont aussi tous les deux attentifs à la manière dont on construit une saison et ses financements, ce qui n'est pas négligeable. Andra, tu es là. Andra est là. Andra Foucault, qui est la nouvelle attachée de presse de la saison, avec Dominique Larmoyer qui continue à être attentive de ses conseils. Donc Andra, on peut venir te voir à la fin du concert. Voilà, si on a des questions à te poser. Hue, qui nous vient de la Chine du Sud, qui est venu rejoindre l'équipe du festival. Donc la Chine vient à nous, et bientôt nous irons à la Chine. Ça, on compte bien y travailler, il y a des projets en ce sens-là. Donc merci à tous de votre participation. Je salue aussi Florence Perron qui travaille sur l'équipe du fonds de dotation, et qui, en tant que grande communicante, fait en sorte que les uns et les autres soient présents au rendez-vous des finances et de la presse pour le fonds de dotation. Merci Florence. Et je salue enfin Véronique Yachou, que vous connaissez bien, qui a bâti cette saison les unes après les autres. Bravo Véronique. Et quand Philippe nous aura livré son clavecin en parfait état de marche, nous entendrons ce concert de mots d'amour. Je vous laisse y puiser toute la sève, toute l'affection, tout l'amour que vous serez en droit d'attendre de ce concert avec Camille Poul. Camille qui est venue jouer, comme je vous le disais tout à l'heure, parmi d'autres. Elle a maintenant une carrière bien lancée, venue jouer dans une œuvre c'était Saint-Jean-Baptiste de Annick, le Saint-Jean-Baptiste de Stradella. Merci, ma mémoire m'a fait un instant défaut. Saint-Jean-Baptiste de Stradella, il avait joué Salomé, et Brice Sailly, qui est un merveilleux claveciniste aussi, vous l'entendrez tout à l'heure. Donc merci à tous deux, ils seront là pour vous enchanter au sens fort du terme. Merci à eux.
Amour
j'y pense, et cherchant à guérir, je fuis ma guérison, et cherchant à guérir, je fuis ma guérison. Prise au pavillon de madame très gentille et belle, je me brûlais à la chandelle à cette fée de papillon. Je rougis comme vermillon à la clarté d'une étincelle quand je fus prise au pavillon de madame très gentille et belle. Si j'eusse été Smérion ou que j'eusse aussi modèle, je me fusse gardé de celle qui me bailla de l'aiguillon quand je fus prise au pavillon. Des donneurs de sérénades et des belles écouteuses échangent des propos fades sous les ramures chanteuses. C'est Tircis et c'est
petit doigt, je le gage. T'as déjà soufflé, pourquoi? Ces épis dorés, ces nourris de ta chevelure blonde, toute dorée de soleil. Ce coquelicot qui frôle, c'est ma bouche au sang vermeil.
rien changé. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, oui, quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, il n'y peut rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
lointain, lointain. Comme un marin perdu, s'entend gronder les nues, devine le présage d'orage. J'entends grincer les voiles, l'agrément et la toile, qu'une bourrasque gonfle, tu ronfles. Pendant que je somnole à jouer les rossignols, sifflotant mes refrains pour rien. Toi tu fais des flonflons, l'éléphant et le lion, la grande parade comme Barnum. Après toute une clique de cuivres asthmatiques, tu t'arrêtes soudain. Enfin, faut sonner, j'entends la fête qui reprend, les ballons qu'on regonfle, tu ronfles. J'aime comme tu imites la grêle qui crépite, le mistral et le vent d'automne, et le tigre felant dans les bambous bruissants, le brame qui résonne, l'automne. Le sable sur la dune et le loup à la lune, le grondement joyeux du feu et la note confuse que font les cornemuses quand elles se dégonflent, tu ronfles. Et puis tu es parti, posé dans notre lit, ta peau et ton odeur, ton cœur. Moi je ne dors pas plus sans ton charmant chahut, le silence à ta place m'angoisse. Et si je m'interdis de quelque jalousie, l'inutile tourment, pourtant j'espère qu'elle te nuit, celle qui a tes nuits. J'espère qu'elle te gonfle, qu'elle ronfle. Thank you.